Alors bonjour, bienvenue à cette présentation enregistrée sur la vaccination contre la COVID-19 en ce 12 janvier 2021, donc une présentation qui a été élaborée par Gisèle Trudeau et moi-même, Chantal Sauvageau. Alors, je suis médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec et également chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec en vaccination et membre actif du Comité sur l'immunisation du Québec depuis 2008. Nous allons discuter de l'utilisation du vaccin contre la COVID-19 hors homologation. Ça va être un élément qui va être abordé. Également, je n'ai pas de conflit d'intérêt réel ou potentiel à déclarer, autre que je suis membre du Comité sur l'immunisation du Québec. Donc, les grands objectifs de cette présentation-là, mettre à niveau les connaissances des vaccinateurs et des professionnels de la santé sur le développement des vaccins contre la COVID-19, leur efficacité et leur sécurité, les objectifs de la vaccination et la stratégie prévue au Québec. Puis, on va discuter aussi de quelques situations particulières. Le grand but est d'aider les vaccinateurs et les autres professionnels de la santé à répondre à leurs propres questions qu'ils ont sur leur propre vaccination et aussi d'être en mesure de répondre à plusieurs des questions qui peuvent leur être posées comme travailleurs de la santé et donc connaisseurs sur les sujets qui touchent la santé. Alors, pour débuter, donc, comme vous savez déjà, plusieurs cas ont été déclarés en Chine, particulièrement là, en décembre 2019. La pandémie a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Dès lors, même dès déjà janvier, plusieurs travaux ont démarré pour l'élaboration de vaccins et de médicaments contre la COVID. Et moins d'un an plus tard, on a déjà des vaccins disponibles là, depuis décembre 2020. Se rappeler que le développement des vaccins, comme le développement des médicaments, doivent suivre certaines étapes obligatoires. Donc, d'abord, des recherches en laboratoire et chez des animaux, donc la portion qu'on appelle préclinique, avant de faire les études chez les humains, doivent donc respecter certains critères au niveau de la réponse immunitaire chez les animaux et une sécurité chez les animaux avant de pouvoir passer à la phase 1, qui vient recruter des participants humains, en général en bonne santé, adultes, et un petit nombre pour évaluer chez l'humain la réponse en anticorps, qu'on appelle l'immunogénicité, et la sécurité des vaccins. C'est surtout la sécurité qui est évaluée à la phase 1. Si ça ne respecte pas des critères standards d'un certain niveau de sécurité et de réponse immunitaire, les laboratoires doivent retourner dans les phases précliniques pour retrouver un meilleur dosage ou calendrier. Si, à l'inverse, les résultats sont concluants de la phase 1, on passe à la phase 2 où on recrute plus de gens. On teste toujours la réponse en anticorps et la sécurité. Si ça va bien, on passe aux phases 3 où là, on recrute de grands nombres de participants, incluant des participants qui peuvent avoir certaines conditions médicales particulières comme des comorbidités. Et c'est à cette étape-là qu'on mesure l'efficacité réelle à contrer l'infection ou la maladie, parce que c'est bien beau avoir des anticorps et une réponse immunitaire, mais ce qu'on souhaite réellement, c'est avoir un impact sur la réduction de la maladie comme telle. Une fois que ces résultats-là sont obtenus, les compagnies demandent l'homologation aux organismes régulatoires des différents pays. S'ils obtiennent l'homologation, ça ne s'arrête pas là. On continue à évaluer les vaccins une fois qu'ils sont homologués et implantés dans les programmes des pays, ce qu'on appelle les études de phase 4 en post-commercialisation. Par rapport au développement spécifique des vaccins contre la COVID-19, il y a eu une collaboration internationale sans précédent pour développer des vaccins disponibles qu'on savait qu'on devait avoir en grande quantité et le plus rapidement possible. La bonne nouvelle, c'est qu'il y avait déjà des programmes de recherche avec la technologie à base d'ARN depuis à peu près 20 ans, mais c'est la première fois que cette technologie-là est utilisée et homologuée maintenant pour des vaccins chez l'humain. Il faut comprendre qu'il y avait vraiment dans ce cas-ci pas de barrière, pas d'obstacle au niveau du financement pour être capable de rapidement démarrer des protocoles de recherche pour développer les vaccins, ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, on doit élaborer les protocoles,
les soumettre à des organismes subventionnaires, ne pas recevoir les sous, reprendre l'année d'après quand le concours survient. Et donc, ça peut prendre plusieurs années avant d'obtenir les sous, normalement, à des équipes de recherche pour mettre en place toutes les étapes qu'on vient de voir là, pour assurer le développement d'un nouveau vaccin ou d'un nouveau médicament. Ce qui ici n'a pas été le cas. L'argent était disponible. Le mot COVID-19 permettait donc rapidement d'avoir les sous. Davantage de collaboration aussi entre les équipes de recherche qui, en général, sont peut-être plus du côté compétitif, particulièrement parce que les sous sont rares et on veut avoir le meilleur protocole et on ne veut pas trop le partager aux autres pour que ce soit nous qui ayons la subvention de recherche. Ici, vraiment, beaucoup plus de collaboration entre les équipes de recherche pour le développement des vaccins contre la COVID. L'autre élément, certains chevauchements des phases de développement, certaines sont obligatoires d'être faits avant que d'autres soient enclenchés, mais par exemple ici, des phases de recherche de niveau de la phase 3 ont pu être démarrées avant qu'on ait tous les résultats de la phase 2, par exemple. Aussi, une capacité à recruter des patients rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres vaccins en développement et qui sont à l'étude. Et malheureusement, puisqu'il y avait beaucoup de COVID, mais heureusement pour avoir des données sur l'efficacité des vaccins, une maladie, une issue de recherche qui est fréquente permet d'obtenir les nombres requis pour démontrer l'efficacité, particulièrement dans les groupes placebo. On va le voir sur des figures un peu plus loin. L'autre étape aussi qui a été faite de façon rapide, c'est l'autorisation des vaccins. Le processus d'approbation a été mis en priorité, que ce soit pour les vaccins ou les médicaments pour la COVID. Par exemple, nous, au Canada, c'est Santé Canada. Donc, tout ce qui portait sur la COVID dans un contexte de pandémie a été mis en priorité par rapport à d'autres demandes d'homologation. Il y a eu aussi, particulièrement cette fois-ci, une collaboration entre les organismes régulatoires. Donc, Santé Canada a travaillé avec la FDA aux États-Unis, l'Agence européenne pour l'Europe, afin de s'assurer que chacun n'ait pas ses petites exigences et ses petites demandes, s'assurer que quand la compagnie monte un dossier pour demander l'homologation d'un produit, bien, que ça puisse être le même gros dossier. Ce sont de toute façon les mêmes données à la base qui sont évaluées, mais souvent, tel pays va demander telle table des matières, puis tel autre pays va demander telle autre table des matières. Ici, ils se sont mis ensemble pour s'assurer que ce soit le plus efficace possible. L'autre élément aussi, c'est que les compagnies, je dirais, ont pris certains risques financiers, je dirais, en commençant à produire en grande quantité des vaccins avant même que les résultats finaux de la phase 3 soient obtenus, ce qui aurait pu amener de jeter des vaccins si finalement ça ne démontrait pas une efficacité suffisante. L'autre élément, c'est qu'en général, les organismes régulatoires vont attendre d'avoir l'ensemble des données avant de commencer à évaluer un dossier parce que si finalement le vaccin ne réussit pas à avoir un niveau d'efficacité et de sécurité suffisant à la phase 3, ils auraient mis du temps pour évaluer les phases précliniques et les phases 1 et 2, alors que finalement, c'est pour rien. Alors que dans ce cas-ci, considérant la pandémie et la priorité, les organismes régulatoires ont accepté, au fur et à mesure que les données rentraient, de les évaluer et ainsi, à la toute fin, ça a pu être rapide. Il ne restait qu'à analyser les données en détail de la phase 3. Donc, ce qui nous donne la chance d'avoir déjà là, un premier vaccin qui a été disponible en moins d'1 an et maintenant 2 vaccins autorisés au Canada en ce 12 janvier 2021 sous l'autorisation provisoire là, qui applique l'article de l'arrêté d'urgence relatif à la COVID-19. L'autre élément, il y a eu des ententes avec 7 compagnies au niveau canadien. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de l'achat des vaccins. Et donc, il y a eu des ententes d'achat anticipées pour les 7 compagnies que vous voyez à l'écran et les nombres de doses préachetées déjà pour les Canadiens. Quelques mots sur les vaccins à ARN messager. Donc, le vaccin, que ce soit celui de Pfizer ou de Moderna, utilise les deux la technologie de l'ARN messager. Dans le fond, ça contient l'information pour que notre propre corps puisse fabriquer la protéine S, une protéine de surface
du virus. Cette protéine-là doit être entourée de particules lipidiques qui va permettre de bien protéger notre ARN messager à l'intérieur et aussi que ça puisse se rendre jusqu'à l'intérieur de la cellule humaine, de l'hôte, parce que l'ARN messager, c'est assez fragile. Et donc, il faut s'assurer de bien l'envelopper pour que ça puisse rentrer et puis qu'il y ait aussi une capacité de détection et de rentrer dans la cellule. Une fois que le code, que l'ARN messager donc est dans la cellule, il va donc amener le corps à produire lui-même la protéine S. Puis ensuite, le corps va détecter cette protéine-là comme étant un corps étranger et va partir la réponse immunitaire tant au niveau cellulaire que humoral. Et donc, juste pour conclure sur le mécanisme, là, c'est vraiment une étape de plus que nos vaccins inactivés habituels qui, dans le fond, en général, on nous injecte la protéine ou une partie du virus. Ici, on est à une étape précédente, donc on nous injecte le code pour que nous-mêmes, on développe la protéine S. Puis ensuite, c'est la même cascade qu'habituellement pour que le système immunitaire, notre propre système immunitaire se réveille et active notre réponse immunitaire pour que quand on reçoit, on est en contact avec le vrai virus, notre corps est prêt à se défendre. Au niveau de l'efficacité vaccinale, donc les grands objectifs des essais cliniques étaient de prévenir la COVID-19 symptomatique et également les formes graves de la maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les 2 vaccins actuellement homologués au Canada, l'efficacité des vaccins est extraordinairement haute, au-delà de nos espérances. Donc, 14 jours, quand c'est mesuré 14 jours après la première dose, on a déjà 92 % d'efficacité. Puis, quand c'est mesuré après la deuxième dose, on se rend à 95 % d'efficacité. La durée de la protection est inconnue, que ce soit après 1 dose ou 2 doses. On a un peu plus de données avec le calendrier à 2 doses qui a été celui utilisé dans les phases 3 des 2 vaccins, avec une médiane de 3 mois et un maximum de 4 mois pour certains participants. Je vais revenir plus spécifiquement là, à ces informations sur l'efficacité. Juste pour qu'on le voit plus précisément, donc avec le vaccin Pfizer pour prévenir la COVID symptomatique, donc 95 % avec Moderna pour prévenir, même chose, la COVID symptomatique, bon, 94 %. Puis, avec quand même des petits nombres, ils ont montré que à prévenir la maladie grave, ça pouvait même atteindre 100 % puisqu'il n'y avait aucun cas parmi les vaccinés, mais c'est autour de 11 ou 12 dans le groupe placebo. Pour revenir au niveau de l'efficacité après 1 dose, particulièrement pour les données qui ont été publiées par la compagnie Pfizer, ils ont calculé l'efficacité vaccinale dès le premier jour de l'injection, ce qui est assez inhabituel en études ou en analyse de mesures d'efficacité vaccinale, puisqu'on sait très bien que la journée qu'on reçoit le vaccin ainsi que les jours qui suivent, on ne s'attend pas qu'il y ait déjà une réponse du corps humain à se défendre contre une invasion du virus dès les premiers jours, particulièrement après la première dose, puisqu'il faut que le système immunitaire enclenche toute sa cascade pour se rendre jusqu'à un développement d'anticorps bien efficace pour contrer la maladie. Et donc, la donnée qui a circulé, c'est le 52 % d'efficacité qui incluait tous les jours entre la première dose et la deuxième dose, donc incluant les premiers jours où est-ce qu'on ne s'attend pas qu'il y ait une efficacité, ce qui venait un peu diluer la réelle efficacité, puisque quand on le regarde en mesurant à partir du 7e jour après la première dose, on a déjà 68 % d'efficacité. Puis si on attend 14 jours après la première dose, c'est là qu'on se rend aux 92 % d'efficacité avec un intervalle de confiance qui va de 69 à 98 %. Donc, au plus bas possible résultat, c'est 70 % d'efficacité selon les données donc disponibles de la compagnie Pfizer, mais il fallait comme aller le recalculer. Ce n'était pas d'emblée calculé dans la présentation ou également dans l'article publié de phase 3. Et on voit aussi à nouveau aussi à partir de 7 jours après la deuxième dose, on obtient notre 95 % avec un intervalle de confiance très élevé, là, donc le plus bas, 90 %.
Donc, de façon imagée, on voit bien ici, et ça, c'est le tableau qui était publié dans le New England pour la phase 3 du vaccin de Pfizer, que les premiers jours, la pente est la même, qu'on soit dans le groupe placebo, qui est la ligne bleue, donc pas reçu de vaccin, et la ligne rouge des participants qui ont reçu le vaccin. Donc, au départ, même les vaccinés font autant la maladie symptomatique de la COVID-19 que ceux du groupe placebo. Par contre, à partir à peu près du 12e jour, on voit vraiment une cassure et une baisse donc des vaccinés qui ne font plus ou très peu la COVID-19 et cette cassure-là, donc cette belle efficacité se maintient puisque la très, très grande majorité, presque la totalité, ont reçu la deuxième dose après 21 jours et avec un certain intervalle là, autour de 21 jours, mais assez proche. Donc, la majorité ont vraiment reçu leur deuxième dose 3 semaines après la première dose. On a la même chose, même courbe pour le vaccin Moderna, 2 vaccins qui se ressemblent quand même beaucoup, avec donc même chose au départ, les mêmes probabilités, puis là, le placebo, le groupe placebo augmente alors que le groupe vacciné ne fait pratiquement pas de COVID-19. La bonne nouvelle aussi, c'est qu'ils ont regardé pour les 2 vaccins s'il y avait une différence d'efficacité par rapport à l'âge, par rapport à avoir certaines caractéristiques et certaines comorbidités. La bonne nouvelle, on ne regardera pas tout ça en détail, c'est une haute efficacité pour l'ensemble des groupes qu'ils ont évalués. Il faut quand même noter que le nombre de participants, de patients très âgés était vraiment très limité. Donc, les données, là, par exemple, chez les 85 ans et plus, sont vraiment très, très limitées. Il se pourrait que l'efficacité puisse être moindre chez les patients très âgés. On a peu de données là, des 2 compagnies pour ces groupes-là. On va passer maintenant au niveau des réactions qui peuvent survenir après la vaccination, donc les réactions indésirables, qu'elles soient locales au site d'injection ou systémiques dans le corps, comme la fièvre ou le mal de tête. Donc, en général, la bonne nouvelle, c'est que les réactions sont d'intensité légère à modérée. Les réactions les plus souvent rapportées, c'est, oui, une douleur au site d'injection. Il faut s'attendre à avoir mal au bras. Une certaine proportion va avoir aussi de la fatigue, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, certaines de façon moins fréquente, de la douleur articulaire. Certains vont faire de la fièvre. Certains vont avoir aussi des ganglions au niveau de l'aisselle du côté où ils ont été vaccinés. Ces manifestations cliniques-là surviennent plus fréquemment après la deuxième dose et ont été davantage rapportées par les plus jeunes, donc les moins de 55 ans ou 65 ans selon les analyses, par rapport aux patients plus âgés. La bonne nouvelle aussi, c'est que la médiane de ces symptômes-là ou ces signes-là était de 1 à 2 journées, donc vraiment rendu à la 3e journée après le vaccin, très peu avaient encore des réactions qu'ils rapportaient. La probabilité de détecter des effets très rares dans les essais cliniques est faible. Oui, ce sont des grands essais cliniques où est-ce qu'ils ont recruté 30 000 dans le cadre d'une étude, 40 000 pour l'autre vaccin, mais si un événement survient une fois sur 100 000, on peut ne pas l'avoir détecté dans les essais de phase 3, ce qui donc amène vraiment l'importance de la surveillance post-commercialisation qui est déjà en place dans les pays. Particulièrement au Québec, on a été souvent la première place là, à lever le drapeau pour dire il y a quelque chose qui fonctionne moins bien et mettre en place des études pour confirmer ou pas si c'était lié au vaccin. Donc, le système qu'on appelle passif de surveillance des manifestations cliniques indésirables qui peuvent survenir après la vaccination se poursuit. Mais en plus, dans le contexte d'un nouveau vaccin, il est mis en place dès ces semaines-ci un programme de surveillance actif, donc où on va aller spécifiquement à un grand nombre d'individus demander dans les jours qui suivent le vaccin comment ça se passe et incluant des demandes spécifiques actives, pas juste attendre que les gens déclarent, mais on va chercher l'information incluant par exemple 6 mois après pour voir s'ils ont été hospitalisés, s'ils ont eu des événements plus majeurs, puis voir si ces réactions-là ou ces événements-là sont plus fréquents ou pas entre les vaccinés et des non-vaccinés. Bien sûr, si avec la surveillance passive,
un signal survient, souvent à ce moment-là, ça enclenche des études supplémentaires spécifiques au problème qui pourraient être détectées pour voir si c'est lié au vaccin ou uniquement le fruit du hasard. On va passer à un autre sujet, donc les objectifs de la campagne de vaccination et la stratégie. Donc, plusieurs questions aussi par rapport à le choix qui a été fait, la recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec de vacciner, par exemple, les patients âgés en premier. Mais c'est très, très lié au fardeau de la maladie. Notre grand objectif est de prévenir les complications et les décès associés à la COVID comme premier objectif vraiment prioritaire. Et donc, on voit ici que les décès sont vraiment liés à l'âge et que même certaines questions, par exemple, pour les patients plus jeunes, donc chez les moins de 60 ans qui ont des maladies chroniques ou qui prennent des médicaments qui viennent, par exemple, augmenter leur risque d'avoir une baisse de leur immunité ou une condition comme l'hypertension qui peut augmenter leur risque de faire des complications à la COVID. Mais malgré ça, leur jeune âge les aide vraiment à ne pas décéder de la COVID, incluant même les 60-69 ans. On voit la ligne en bleu, c'est les 60-69 ans qui ont une condition qui augmente le risque d'avoir des complications associées à la COVID, mais ils ont quand même un risque plus faible de décéder de la COVID que les 70 ans ou plus et clairement pour les 80 et plus. Donc, on voit vraiment la tendance qui est vraiment liée à l'âge. Mais oui, effectivement, quand même, par exemple, pour les 69 ans, 60-69 ans qui ont des maladies chroniques, il ne faut pas trop tarder à ce qu'ils soient dans la séquence de vaccination. Alors, comme je le disais, les objectifs principaux de la stratégie, prévenir les maladies graves, aussi maintenir le fonctionnement du système de santé, ce qui, comme on va le voir dans les diapos suivantes, a amené une vaccination rapide des professionnels de la santé. La stratégie, donc, principale, protéger directement les plus vulnérables que de miser sur une protection indirecte, exception faite des professionnels de la santé qui, eux-mêmes, on ne veut pas qu'ils tombent au combat parce qu'on en a besoin pour le maintien de notre système de santé. Et on vise un objectif de couverture vaccinale de 75 %. Tant mieux si c'est plus élevé, on obtiendra une immunité collective plus rapidement. Donc aussi, on n'a pas le choix d'établir un ordre de priorité. On aurait aimé mieux vacciner tout le monde dès les premières semaines en décembre, mais l'approvisionnement qui est limité et qui est graduel en vaccins et le grand nombre de personnes à vacciner, puisque la presque totalité de la population est susceptible encore au virus. Et on sait aussi que la durée après avoir fait la maladie n'est pas nécessairement à vie, malheureusement pas. Alors, en tenant compte de ces différents éléments-là, un ordre de priorité a été établi. Et donc, cet ordre est disponible dans plusieurs documents, dont l'avis du Comité sur l'immunisation du Québec, où on voit bien le nombre de gens à vacciner et leur proportion lors de la deuxième vague qui ont amené à des hospitalisations. USI, c'est pour l'unité des soins intensifs et la proportion des décès. Et donc, ça a amené donc à vacciner en premier les résidents en CHSLD et les travailleurs de la santé qui y travaillent, puis tout de suite rapidement et un peu de chevauchement même dans ces deux groupes-là, puisque c'était pas possible d'amener le vaccin dans tous les CHSLD rapidement, considérant les enjeux de chaîne de froid là, et de déplacement des vaccins qui sont limités et un peu complexes, particulièrement là, pour ces premiers vaccins. Et ensuite, rapidement, de vacciner les personnes qui vivent en résidence pour personnes aînées, les résidents des communautés éloignées, puis les 80 ans et plus, les 60-79 ans, pour un total là, pour les premiers groupes qui amènent quand même à 1 700 000 personnes à vacciner le plus rapidement possible, et ce qui devrait réduire grandement les décès, puisque du moins dans la deuxième vague, ces 6 premiers groupes-là étaient responsables de 92 % des décès et 67 % des hospitalisations, ce qui devrait aussi aider à réduire la pression sur le système de soins. On le souhaite, particulièrement si les gens se font vacciner. Puis ensuite venaient les personnes de 60-69 ans, les 60 ans
atteints de maladies chroniques aussi, les adultes de moins de 60 ans qui sont dans les services essentiels, les autres qui ont des maladies chroniques, le reste de la population adulte. Donc, pour ces groupes-là, c'est réévalué aussi en fonction des différentes caractéristiques des vaccins qui vont être disponibles. Il pourrait y avoir un peu de mouvement encore dans ces différents groupes prioritaires et entre autres, qu'est-ce qu'on entend par les travailleurs des services essentiels. Il y a des travaux là-dessus en cours. L'élément aussi qui, je pense, est important à discuter, c'est la recommandation du Comité sur l'immunisation du Québec de vacciner le plus grand nombre avec une première dose, donc le report de la deuxième dose des vaccins ARN messagers. Donc, le comité qu'on appelle le SIC a recommandé que les 6 premiers groupes prioritaires qu'on vient de voir, soient vaccinés le plus rapidement possible en offrant une première dose au plus grand nombre, particulièrement dans le contexte où l'approvisionnement est limité et graduel. On n'a pas toutes les doses pour vacciner tout le monde rapidement et aussi dans le contexte de la haute efficacité des vaccins après la première dose lorsqu'on le calcule à partir du moment où on s'attend qu'il y ait une protection et non pas en incluant les premiers jours après tout de suite la première dose. Ensuite, on va avoir à se poser la question, selon les données d'efficacité de la première dose, si elles se maintiennent dans le temps, si finalement, après quelques mois, on voit que la protection s'affaiblit, bien, il faudra arrêter, si l'approvisionnement est encore limité, de vacciner plus de monde, plus de groupes et se rendre aux 60-69 ans, par exemple, avec une dose et plutôt revenir à vacciner avec une deuxième dose rapidement les premiers groupes si l'efficacité après la première dose n'était pas de longue durée. On se rappelle que dans les essais cliniques de phase 3, on a une durée médiane à peu près de 3 mois d'efficacité qui s'est maintenue après les 2 doses, mais on a des données claires plus limitées pour une dose puisque la presque totalité ont reçu la deuxième dose. Par contre, on comprend très bien avec tous les autres vaccins qu'il n'y a pas une cassure de protection, que ce soit après une première, une deuxième ou une troisième dose du jour au lendemain. Et donc, il n'y a pas de raison là, que tout à coup, il y ait une baisse. Mais il se peut très bien qu'il y ait une baisse graduelle et il y a une grosse étude qui démarre au Québec actuellement pour évaluer l'efficacité de la première dose et pouvoir ajuster peut-être à donner une deuxième dose plus rapidement si jamais l'efficacité après une dose n'était pas maintenue comme on le prévoit ou comme on l'espère. L'autre élément qu'on a tenu compte aussi dans cette recommandation du report de la deuxième dose, c'est qu'avec tous les autres vaccins, lorsque l'intervalle entre les doses est plus long, on obtient une meilleure réponse immunitaire. Il n'y a pas comme on recommence jamais la vaccination. Si, par exemple, quelqu'un est vacciné avec une première dose pour le vaccin VPH et la femme tombe enceinte, on lui dit, on n'a pas beaucoup de données chez les femmes enceintes, on va reporter la deuxième dose après la grossesse. On ne recommence pas. On donne la deuxième dose et on a une belle réponse immunitaire et une protection. Donc, il n'y a pas de raison pour ces vaccins-là que ce serait différent. Un anticorps, c'est un anticorps. Et dans ce cas-ci, comme je l'expliquais plus tôt, on a ajouté une étape de plus à cette nouvelle technologie-là où on nous donne la recette, comment développer la protéine qui, elle, active après les mêmes cascades que pour les autres vaccins, mais ça demeure encore après les mêmes types de réponses immunitaires comme on voit avec d'autres vaccins. Mais est-ce qu'on a toutes les données, toutes les réponses avec cette plateforme-là ARN messager? Non, incluant pour le calendrier qui a été utilisé par les compagnies là, à 21 ou 28 jours entre les 2 doses. Pour l'instant, on pense que la deuxième dose va être importante pour la protection à plus long terme. On souhaitait aussi discuter de certaines situations particulières. Donc, au niveau de la grossesse, donc si une femme est enceinte, est-ce que c'est recommandé qu'elle soit vaccinée? On n'a pas de données ou très, très peu de données sur la vaccination des femmes enceintes. Par contre, ce sont des vaccins inactivés. On n'a pas vraiment de crainte. Il y a eu aussi des études au niveau de la toxicité chez les animaux qui étaient très rassurantes. Et donc, c'est une balance à évaluer
par exemple, les femmes enceintes qui sont en situation d'exposition à la COVID, par exemple, si elles sont travailleuses de la santé, la balance du risque va pour qu'elles soient vaccinées, mais on recommande qu'il puisse y avoir une discussion avec un professionnel de la santé sur la balance entre les avantages et les inconvénients. Mais on n'a pas vraiment de crainte à ce sujet-là. Et plusieurs organismes, par exemple de gynécologues, ont recommandé que les femmes enceintes puissent être vaccinées, même s'il n'y a pas beaucoup de données sur ça dans le contexte de la compréhension de ces vaccins inactivés. Au niveau de l'allaitement aussi, peu de données, même chose, pas de raison de croire qu'il y aurait des impacts négatifs et d'après plusieurs groupes d'experts, les bénéfices de la vaccination surpassent les risques. Au niveau des maladies auto-immunes ou démyélinisantes, même chose, on recommande d'offrir la vaccination. Sur vraiment la balance des avantages d'être vacciné, de ne pas faire la COVID versus les risques théoriques du vaccin qui pourraient, puisqu'ils activent la réaction immunitaire avec, entre autres, l'implication de l'interféron. Il y a un risque théorique qu'il pourrait y avoir, par exemple, une augmentation ou une petite poussée de la maladie auto-immunitaire. Ça reste théorique. Comme je dis, il y a eu des patients avec des maladies auto-immunes qui ont fait partie des gros essais cliniques de phase 3 et ils n'ont pas vu de signaux alarmants, mais même chose, on n'a pas toutes les données, donc c'est important que les gens soient au courant de ce risque théorique, mais avec une circulation intense du virus, avec aussi des possibilités que le virus lui-même puisse amener des débalancements ou des activations de certaines maladies. Dans la balance, les comités d'experts, en général, favorisent que ces patients-là puissent avoir le vaccin. Pour les patients qui sont immunodéprimés ou immunosupprimés, qui prennent des médicaments qui viennent diminuer leur système immunitaire, même chose, peu de données puisque ces patients-là étaient, eux, exclus des phases 3 des compagnies. Par contre, même chose, vaccin inactivé, donc aucunement ce vaccin-là peut générer la maladie ou l'infection. Il ne contient pas le code entier pour que notre système puisse faire le virus, pas du tout. C'est le message pour fabriquer la protéine S, une seule portion donc du virus. Donc, on n'a pas de risque comme par exemple pour les vaccins vivants où on dit si quelqu'un est très immunodéprimé, il pourrait avoir un problème à vacciner avec un vaccin vivant. Ce n'est pas le cas ici. Donc, vraiment, la balance est vraiment de les protéger, ces patients-là, avec la vaccination. Par contre, ils pourraient répondre moins bien et donc peut-être avoir une efficacité moins élevée que ce qui a été observé dans les essais cliniques de phase 3. Pour les enfants, à l'heure actuelle, on n'a pas de données et donc on recommande pour l'instant de ne pas les vacciner. Aussi, on sait que les enfants ne font très peu de complications de la COVID et donc dans la balance pour l'instant, mais on sait qu'il y a plusieurs projets d'études chez les enfants. On aura des données quand ce sera le temps à leur tour d'être vaccinés. Donc, on voulait vraiment remercier les docteurs Bouchard et Sobanjo de l'Abitibi pour nous avoir permis d'utiliser leur présentation, ainsi que Dr Dessert pour ses commentaires qui ont permis d'améliorer la présentation. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté la présentation.